Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV et en direct dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 15 décembre. Tous les soirs de la semaine, vous le savez, nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. Nous le faisons par vous et pour vous, donc n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Vos questions et vos réactions nous permettront d'alimenter notre discussion tout au long de l'émission. Les invités qui ont accepté d'être avec nous ce soir sont Aziz Boussa, vous êtes journaliste et directeur du site panorapost.com. Merci d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Farid Lasri, vous êtes docteur en anthropologie à l'Université internationale de Rabat. Et Denis N, vous êtes journaliste au journal belge La Dernière Heure. Depuis le 13 novembre, les yeux sont rivés sur une commune de Belgique, la commune de Molenbeek, située au cœur de Bruxelles. Abdelhamid Abaoud, le commanditaire des attentats de Paris, y était domicilié. Et ce n'est pourtant pas la première fois que Molenbeek est mise au devant de la scène concernant les filières djihadistes. Nous allons ce soir essayer de retracer les liens du radicalisme avec la Belgique et de comprendre pourquoi ce pays semble être devenu une plaque tournante du djihadisme en Europe. Quelles sont les grandes figures de ce radicalisme? Quels sont leurs liens avec le terrorisme international? Pourquoi une telle concentration en Belgique et à Molenbeek en particulier? Belgique, plaque tournante du djihadisme en Europe, c'est le titre de l'émission de ce soir. Depuis une vingtaine d'années, la liste des personnes qui sont passées par la Belgique avant d'être impliquées dans des actions terroristes ne fait que s'étoffer. Bien sûr, il y a eu les attentats de Paris le mois dernier et ces 7 interpellations en Belgique. Le cerveau présumé de la cellule de Verviers, le fameux Abdelhamid Abaoud, était originaire de Molenbeek, dans la région de Bruxelles, où sa famille tenait un commerce. Le belgo-marocain avait rencontré en prison en 2010 Salah Abdeslam, autre suspect des attaques, et rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie en 2013. Avant cela, en août dernier, l'auteur de l'attaque avortée du train Thalys avait séjourné juste avant sa tentative d'attentat en Belgique. De nationalité marocaine, Ayoub El Razani avait expliqué lors de son arrestation qu'il avait vécu dans un parc public près de la gare de Bruxelles-Midi, point de départ du Thalys. Finalement, des perquisitions menées chez sa sœur dans la capitale belge avaient rapidement permis d'établir qu'il avait logé chez elle. Un an plus tôt, en mai 2014 précisément, le Français d'origine algérienne Mehdi Nemmouche, principal suspect de l'attentat au musée juif de Bruxelles, avait abattu 4 personnes à l'aide d'un revolver et d'un fusil d'assaut. Au moins 2 mois avant l'attaque, il séjournait en Belgique et avait loué une chambre à Molenbeek. Avant lui, Hassan El-Heski avait également séjourné à Molenbeek entre 1997 et 2004. Il est l'un des cerveaux des attentats de Madrid en 2004 qui avait fait 191 morts et 1800 blessés. Il se trouvait en Belgique avec son frère, autre membre d'un groupe djihadiste. Et si l'on remonte plus loin dans le temps, en 2001, les 2 assassins du commandant Massoud, d'une opération qui s'inscrivait dans l'affaire Bélirage, ont longtemps séjourné en Belgique. Abdesattar Daman, originaire de Tunisie, était arrivé à Molenbeek en 1987 pour y suivre des cours de journalisme à l'université. Son complice, Rachid Bouraoui El-Waher, avait résidé en Belgique où il avait un statut d'illégal. C'était un sujet de Alison Fernandez. Alors, messieurs, on va essayer de comprendre pourquoi Molenbeek, parce que finalement on en entend beaucoup parler. Alors, il se trouve que Farid Lasri, vous y êtes né. Didier, je vous appelais Denis tout à l'heure, c'est Didier N, vous y avez vécu et vous y vivez, donc vous connaissez bien, et ça va nous permettre d'essayer de comprendre que représente finalement Molenbeek, quels sont les ingrédients qui permettent finalement de cette espèce de que ça soit devenu une espèce de pépinière pour le djihadisme. Alors, Farid Lasri, est-ce qu'on peut essayer d'avoir déjà d'avoir un panorama, d'essayer de comprendre Molenbeek, ses caractéristiques au niveau de la Belgique? Alors, tout d'abord, savoir une chose, c'est que la présence musulmane dans le contexte belge est principalement concentrée sur la réalité bruxelloise. Et Molenbeek compte une commune avec une population d'origine musulmane relativement importante. Donc ça, c'est une première donne factuelle. Ce qui fait une réalité évidemment d'une commune très diversifiée, très multiculturelle et avec ses problématiques évidemment sur le plan socio-économique, sur le plan de la problématique de la scolarité, et puis sur tous les éléments positifs qui font la réalité de Molenbeek. Donc c'est une ville, c'est une commune relativement dynamique, vivante, qui assume une partie de ses contradictions, et parmi les éléments qui peuvent poser problème,
effectivement, il peut y avoir des éléments qui renvoient à la question de la radicalisation. Là, ça, c'est une première, je dirais, lecture de Molenbeek. Après, on a une autre lecture qui est plutôt une lecture médiatique de la réalité de Molenbeek. C'est qu'effectivement, depuis le 13 novembre, il y a eu une couverture relativement dense, je dirais spectaculaire, et si on opère une sociologie des médias, il y a comme je dirais, une obsession de trouver l'épicentre de la problématique. Et on l'a concentré effectivement sur la réalité de Molenbeek. Je crois que c'est une lecture partielle et partiale de ce qu'elle est, biaisée même, et je pense qu'on fait un faux procès. Il suffit de voir toute la dynamique et le tissu social molenbeekois et la population qui s'est mobilisée très très fortement, un, pour dénoncer la couverture médiatique qui était, me semble-t-il, injuste, et deux, pour se réapproprier la définition de sa propre commune et pour dire autre chose. Une fois qu'on a dit ceci, on n'évacue pas évidemment la problématique. Après, ça nous demande une approche du complexe et d'aller vraiment vers la pulsation du réel et non pas simplement surfer sur une série de noms tels qu'ils ont été avancés. Parce qu'on pourrait faire exactement le même exercice. On va y revenir, et le traitement médiatique, il est aussi intéressant de voir, est-ce qu'on voit d'un seul bout de la lorgnette, essayer d'évacuer tout ce qui est autour pour concentrer, comme vous avez dit, mettre le focus sur un endroit en particulier. Revenons sur Molenbeek. Bon, on l'a bien compris. Est-ce que c'est une commune où il y a, on va dire, énormément de chômage, ou vous dites que est-ce que ça peut être un terreau? On n'a pas voulu titrer l'émission terreau du terrorisme parce que c'est quand même assez tendancieux. Les terreaux, ils sont multiples, ils sont partout. On va d'ailleurs en parler. Mais Molenbeek, c'est quoi? Il y a une situation vraiment particulière qui pourrait expliquer qu'il y a un passage, il y a du laxisme, il y a un manque de contrôle, il y a une surreprésentation on va dire, d'une communauté qui est, on va dire, radicalisée à la base. Molenbeek, c'est 6 km², un peu moins de 6 km², 97 000 habitants et une centaine de nationalités. On a dans certains quartiers des concentrations de population qui sont à 80% maghrébines. On a effectivement un problème de frustration parmi la jeunesse. Et effectivement, ces frustrations, c'est un terreau tout à fait fertile et propice pour les recruteurs. Et on a historiquement une concentration maghrébine qui est très importante à Molenbeek, et donc raison pour laquelle on peut avoir des poches de radicaux dans cette commune-là, mais ce n'est pas la seule commune de Bruxelles où on va retrouver des poches de radicaux. Et si on regarde les chiffres, les statistiques, elles le disent, il y a autant de jeunes recrues qui ont été rejoindre l'État islamique à Bruxelles qu'en Flandre. Donc Molenbeek, c'est une des 19 communes de Bruxelles. Si on regarde un petit peu les récentes perquisitions qui ont été menées pour traquer les suspects qui sont en fuite depuis les attentats de Paris, toutes les personnes qui nous auront apporté une aide ne vivent pas toutes à Molenbeek. Elles viennent d'autres communes. Elles viennent d'Anderlecht, elles viennent de Laken. Et donc effectivement, il y a à Molenbeek maintenant, on stigmatise Molenbeek parce que toutes les actions violentes qui ont réussi, ce sont les jeunes qui se sont radicalisés à partir d'un même quartier qui se situe à Molenbeek qui les ont menées. Mais il est probable que par la suite, selon les développements futurs, on parle aussi de tous les jeunes qui se sont radicalisés à Anvers, à Vilvoorde et donc en Flandre. Et que donc là, on va aussi stigmatiser alors une autre commune de Belgique. Aziz Bousta, on reviendra sur le traitement médiatique parce qu'il est important, parce que ça dénote aussi de la manière avec laquelle on veut finalement axer les recherches. On a l'impression que c'est dans les médias qu'on va finalement attendre à ce qu'on oriente telle ou telle recherche. Mais finalement, comme vous l'avez dit, on peut avoir d'autres foyers qui peuvent se déclarer à un moment donné. Ben, tout à fait. Pour revenir un peu sur ce qu'on dit Monsieur N, c'est la commune qui a réussi en fait en matière de terrorisme, entre guillemets malheureusement, et donc forcément on va se braquer dessus. Le traitement médiatique. Oui, en fait, ça s'est concrétisé. Voilà, en fait. Oui. Comme disait Didier N, on ne peut pas stigmatiser uniquement, ou Khalid Lassine, on ne peut pas stigmatiser uniquement Molenbeek. Il y a aussi Schaerbeek, il y a aussi d'autres régions, il y a aussi des régions en France, que ce soit le 9-3 ou les quartiers du nord de Marseille, mais tous ces quartiers n'ont pas donné forcément des terroristes qui sont passés à l'acte et qui ont réussi. Au niveau des médias, ben forcément, le problème du média actuellement, c'est que c'est de l'information continue.
que ce soit sur les télés ou sur Internet. Et donc il faut alimenter. Et forcément, puisqu'il y a un problème qui s'est passé à Molenbeek et qu'il y a 4, 5 actions qui ont été, encore une fois, malheureusement réussies à partir de Molenbeek, donc on va se concentrer sur Molenbeek, et c'est la stigmatisation qu'il faut précisément éviter. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait quelque part un peu aussi ici. On est en train de parler de Molenbeek, alors que Molenbeek, c'est Farid Lesseli, Molenbeek, c'est pas mal de gens qui ont réussi, qui travaillent, qui sont honnêtes. C'est ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer, justement, stigmatisation. pour sortir peut-être de la stigmatisation. Mais il y a aussi autre chose, c'est que il y a une incompréhension. On parle de la population marocaine parce que je suppose que c'est la plus forte communauté, mais il y a aussi la responsabilité des Belges qui n'ont pas compris cette population et qui la marginalisent, qui la condamnent du fait même qu'elle est musulmane, auquel ne ressemble pas physiquement. Et donc forcément, pour certains esprits faibles, ça peut créer des... Alors, on a eu des explications sur ce plateau, on a beaucoup parlé de terrorisme, on a parlé d'immigration aussi, mais surtout du point de vue français. Revenons, mettons le curseur sur la Belgique. Est-ce qu'aujourd'hui on a les mêmes, on va dire, le problème migratoire, le problème immigration, la gestion finalement d'une immigration qui avait été faite dans les années 70, est-ce qu'elle est assumée de la même manière qu'en France, en Belgique? Écoutez, le résultat est là. On a vu un processus relativement long qui caractérise véritablement l'ancrage aujourd'hui d'une population issue des trajectoires migratoires, principalement des migrations économiques. Et aujourd'hui, elle atteint un niveau de pénétration dans le paysage qui est complet, qui est assumé, et donc avec une pleine réappropriation de la réalité, de l'environnement. Et donc, ce sont des gens qui ont effectivement un héritage, donc ils sont portés par quelque chose, mais ça n'empêche qu'ils sont pleinement molenbeekois, bruxellois, belges. Et donc ça, c'est une donne qui me semble être essentielle, et ça se caractérise dans l'ensemble, je dirais, de la société, que ce soit dans l'engagement politique, dans le monde sportif, dans le monde des médias. Il y a une vraie visibilité de cette présence nouvelle qui émerge, pleinement citoyenne, mais aussi pour un certain nombre pleinement musulmane et assumée. Ça, c'est un volet. Mais en même temps, on n'oublie pas, encore une fois, un terreau qui peut permettre finalement une série de crispations, telles que la discrimination à l'embauche, telles que la problématique du décrochage scolaire, qui est significative dans certaines communes, dans certains endroits en particulier, et qui peut permettre effectivement de générer la question de la frustration qui a été soulevée tout à l'heure. Donc on n'est pas dans je dirais dans une illusion de tout est parfait, tout est réussi. On n'est pas également dans une logique de déprécier la réalité. C'est une réalité vivante, donc avec ses crispations, avec ses tensions, avec ses contradictions. Et il y a une vigilance citoyenne de la part d'un certain nombre qui se mobilise pour, d'une part, continuer de critiquer ce qui ne fonctionne pas sans pour autant stigmatiser ou opérer une essentialisation en oubliant ce qui fonctionne. Alors on reviendra bien sûr sur le terreau, que ce soit dans ces politiques d'immigration qui ont soit rencontrer des échecs, mais si on regarde tous les terroristes qui sont passés par Molenbeek et en séjourné, on remonte loin. Un des deux assassins du commandant Massoud était originaire de Molenbeek. Nemouche, auteur de la tuerie du musée juif de Belgique. Bon, on peut faire on remonte très loin dans les années 2000. Mais comment c'était géré tout ça? C'est pas nouveau. On est en train là, c'est mis en lumière, mais c'est pas nouveau. On parle des fiches S en France. Est-ce que ces gens-là étaient connus? On revient encore une fois à ces mêmes considérations. Ils étaient connus de nos services de renseignement, ça c'est une chose qui est certaine. Maintenant, il faut des preuves pour pouvoir les condamner. Et on est ici face à une menace qui est insaisissable, parce que ces jeunes, on parle... Pour commettre un attentat, il suffit d'aller chercher une Kalachnikov et de se procurer une grenade. Effectivement, à Bruxelles, c'est quelque chose qui est facile. Une Kalachnikov, ça coûte 1 000 €, une grenade, ça coûte 50 €. Donc n'importe qui, potentiellement, est capable de passer à l'action violente. Le terreau dont on parle, qui est propice, c'est effectivement la frustration des jeunes dont vous parlez, qui ont Il y a un problème d'emploi. Il y a, dans certains quartiers, 40% de jeunes qui sont... Enfin, il y a 40% de chômage parmi les jeunes. Et donc ça crée des frustrations. Et quand vous avez un recruteur qui vient vous dire « Tu es un zéro ici, mais je peux t'offrir la chance de devenir un héros. Tu t'es enfoncé dans la criminalité de droit commun, tu peux te repentir, racheter ta faute et aller au paradis. » Et donc, on a effectivement, alors, on a des recrues potentielles en nombre, effectivement.
Alors, on sait, est-ce que tous ces gens-là qui sont issus, finalement, qui sont passés par la Belgique et par Molenbeek, on essaiera de comprendre aussi, parce qu'on parle de Molenbeek, mais il y a la Belgique dans son entièreté, est-ce que on sait leur niveau d'action, leur niveau de relation avec toutes les cellules terroristes à l'international? On sait, par exemple, comme Belharej, qui est une de ces figures dont on a parlé sur Média TV la semaine dernière. Est-ce qu'on sait exactement d'où ils viennent, où ils vont et quels étaient leurs objectifs, Aziz Bousta? C'est difficile de répondre à cette question parce que pour devenir terroriste, il y a tout un processus, un lent processus de maturation qui se fait. Et la question qui se pose, est-ce qu'au niveau des services de sécurité, au niveau des services tout à fait à la fin de la chaîne, ou au départ au niveau des services sociaux, est-ce qu'on a compris l'enclenchement de ce service? Et à quel niveau on met le curseur pour décider qu'un tel présente le risque de devenir un terroriste actif ou non? D'accord? Donc le problème se pose là. Et puis le terrorisme aussi a changé. La criminalité, si j'ose dire, a changé de nature parce qu'il y a une nouvelle offre, il y a une nouvelle forme de criminalité en fait qui est le terrorisme. Ces gens-là, ce sont des délinquants qui font une sorte de demande d'organisme, comme il y avait avant la mafia par exemple, qui ont une demande d'organisme qui vont les récupérer, qui vont les chapeauter, qui vont les encadrer. Et donc il y a actuellement l'État islamique, avant il y avait Al-Qaïda, mais ces gens qui étaient potentiellement délinquants au départ vont choisir une voie, et c'est à partir de là que le curseur doit être mis. Maintenant, à quel moment ils vont basculer d'un côté comme de l'autre, on n'en sait rien. Ça, c'est les services d'abord scolaires, ensuite sociaux, troisièmement de sécurité qui pourront le savoir. Moi, encore une fois, l'idée de prendre un petit peu de perspective et de mettre une vue d'ensemble sur le phénomène, on voit aujourd'hui qu'il y a, pour prendre le cas des départs pour la Syrie notamment, il y a plus de 87 pays qui sont impliqués, ça touche une trentaine de milliers de personnes au moins. Donc c'est intéressant d'avoir une analyse sociologique de cette trajectoire-là, et on voit que c'est effectivement complexe. Il y a effectivement des gens qui, dans le cas d'une frustration personnelle, dans le cas du grand banditisme avec une logique de repentance, mais il y a aussi d'autres cas, il y a des gens qui partent en famille. Donc c'est beaucoup plus complexe que ceci, ça demande évidemment une grille de lecture qui répond à cette complexité. Alors on a différentes approches sur le plan sociologique pour analyser ça. Il y a l'approche psychologique, je dirais, des cas individuels, pour essayer d'expliquer ce burn-out social. Comment se fait-il que des gens finalement décrochent et s'en vont, avec un quadruple processus de déracinement par rapport au paysage et qui explique les départs. Et évidemment aussi la dimension religieuse, avec un certain input, un environnement religieux caractérisé par une certaine lecture d'islam très très spécifique, minoritaire, mais qui peut nourrir, devenir, je dirais, un terreau favorable pour expliquer, je dirais, cette logique du basculement dans une voie radicale. Et puis on a le troisième volet qui est tout l'environnement socio-économique, l'environnement social dans lequel on ne se retrouve pas, dans lequel on ne se reconnaît pas parce qu'il ne nous reconnaît pas. Ça, c'est un élément également qui pèse, et ça nous demande encore une fois ici de relativiser la réalité belge. Je ne veux pas la minimiser parce qu'elle est importante. La Belgique est quand même un des pays qui produit à l'échelle européenne, toute proportion gardée, le plus de départs avec le Danemark, mais à côté de la France, je veux dire, ça reste quelque chose de très relatif. Mais ce lien entre le djihadisme et la Belgique, je reviens aux années 2000, mais il avait été identifié ou pas? C'est-à-dire que, est-ce que maintenant on en prend à peine la mesure, ou c'est quelque chose qu'on a laissé couler en Belgique? Je voudrais rebondir sur un mot, excusez-moi, de M. Farid Lasseli, c'est que il y a un problème d'assimilation, et le problème de la deuxième, troisième génération surtout, de reconnaissance. Ces jeunes ne sont pas chez eux en Belgique. Quand ils viennent dans leur pays d'origine, ils ne sont plus vraiment chez eux, donc ils ne sont plus vraiment maghrébins pour faire large, mais ils ne sont pas encore tout à fait belges. Et ce processus a duré pendant une vingtaine d'années. On se rappelle tous des gens qui viennent, qui sont... Mais on retrouve le même processus en France. Oui, exactement le même processus en France. Et donc peut-être qu'en partant en Mésopotamie, en Syrie, vers ce qu'on appelle l'État islamique, c'est peut-être une manière pour eux de se retrouver quelque part où on les reconnaîtrait. Et c'est comme ça que, entre autres, les gens de l'État islamique leur vendent l'idée de venir chez eux. Donc vous n'êtes pas chez vous en Belgique, en France, vous n'êtes pas chez vous
au Maroc, en Algérie, venez chez nous, vous allez y être chez vous. C'est peut-être pour ça ce qui explique le fait de partir en famille. C'est une partie du phénomène, mais en même temps, pour le cas tunisien, par exemple, qui est quand même le pays qui offre le plus de départs, je veux dire, est-ce que cette grille de lecture s'applique? Donc, c'est pour ça que je vous suis en partie sur cette ligne, mais en même temps, ça reste un certain nombre. On a des éléments qui continuent de nous échapper et qui demandent effectivement d'avoir une grille de lecture qui soit circonstanciée par rapport à l'ensemble des profils qui bougent, vu que c'est la même communication qui les mobilise. Comment se fait-il qu'on a plusieurs milliers de Tunisiens qui partent? La plupart des mobilisations à l'échelle internationale, ça reste la région MENA. Donc, partiellement, je dirais l'Europe qui offre quand même un certain nombre, qui vient en 3e position. C'est relativement important, mais on a déjà une explication, je dirais, de proximité géographique. Le pays où la région qui offre le moins de départs reste l'Amérique latine, les États-Unis, etc. Donc, on a déjà ici un élément factuel qui nous permet de comprendre un phénomène. Et à partir de là, effectivement, il faudra nuancer. Moi, la problématique, si on prend l'axe du religieux ou la problématique religieuse, on a effectivement aujourd'hui une certaine lecture d'islam qui peut poser évidemment un certain nombre de problèmes, notamment par son approche orthopraxique, c'est-à-dire que le sens du religieux n'est plus sur la doctrine ou sur la foi ou sur le sens qu'on va donner, je dirais, sur le plan spirituel, mais c'est le sens d'une pratique. Donc il faut que, et ça va développer une logique et un rapport au religieux qui est très binaire, exclusivement dans le halal ou le haram. Ça, c'est un élément, par exemple, qui peut permettre de dire, il y a un hadith qui le dit très clairement, il faut combattre, il faut faire ceci, et les gens peuvent suivre. Ça, c'est un des éléments qui peut nous permettre, évidemment, de comprendre qu'il y a un terreau en amont et en profondeur qui explique cette logique du basculement. Alors Didier, vous en tant que journaliste, vous avez longtemps traité de la criminalité, sous toutes ses formes. Il y a une formule qui tourne en ce moment, on parle de non-radicalisation de l'islam, mais d'islamisation de la radicalité. C'est-à-dire, en gros, ce qui voudrait dire qu'on va chercher finalement quelqu'un qui pourrait être délinquant et finalement... Non mais je vous dis, ça tourne, ça tourne, elle n'est pas de moi, et en gros, l'idée sous-jacente dans tout ça, c'est qu'en gros, on a offert une alternative on va dire empreinte de religion à des gens qui auraient pu devenir finalement délinquants et verser dans la criminalité. On le constate que tous les jeunes qui sont passés à l'action violente, ils ne se sont pas radicalisés dans les mosquées. Il y a effectivement un problème de gestion du culte en Belgique, mais toute cette jeunesse-là maintenant qui est passée à l'action, ils ne se sont pas radicalisés dans les mosquées, ils se sont radicalisés autour d'un lieu bien déterminé. C'est soit le quartier, soit la prison. Et ils ont fait tout ça en petite bande de copains, et on remarque souvent que c'est une paire de frangins qui passent à l'action, et puis l'un épouse la sœur de l'autre, et donc ça crée des liens. Et donc c'est effectivement c'est un ralliement opportuniste à une cause qui va leur permettre de devenir quelqu'un là où ils sont personne ici en Belgique. Mais alors sociologiquement, c'est peut-être intéressant de voir ça. Qu'est-ce qui fait la différence pour un jeune qui est dans la situation que vous avez décrite, qui n'a pas d'alternative, et à qui on va donner le choix entre la criminalité, on va dire classique, qui est quand même une criminalité, et puis la criminalité terroriste, qui est empreinte de religion. Alors, si je pars sur l'empreinte effectivement religieuse et que je reviens sur la question de l'orthopraxie, je suis immergé dans une logique qui est de la théologie de l'Apocalypse, par exemple, l'obsession de la fin des temps, le Dajjal, et en même temps, si on le mêle à toute la logique conspirationniste, et puis que je rajoute la dimension que je suis un être individuel et individualiste en hypermodernité, parce que c'est très important de le voir. On est dans une logique de l'hyper, on parle de l'hyperterrorisme aujourd'hui, mais aussi l'hyper-radicalité, c'est-à-dire cette logique de basculement. Comment se fait-il qu'un jeune qui sort de prison, du jour au lendemain, il passe dans des actions pour pouvoir justement pratiquer du terrorisme, etc. Le basculement, comment se fait-il? C'est effectivement, on est dans une logique de consommation radicale où j'ai la rédemption immédiate, c'est-à-dire que mon seul avenir, ma seule projection dans l'avenir, c'est un avenir eschatologique. Et donc on va passer par la logique du martyr, qui est une sorte de suicide religieux aujourd'hui, pour dire que je n'ai rien réussi, je n'attends rien de l'avenir, et la seule transition possible pour réussir dans la félicité éternelle, eh bien, c'est finalement de passer par la mort. Ça, c'est une logique, je dirais, qui approche la question du religieux. Mais il faut comprendre, quand on parle de génération, encore une fois, moi, je relativise la question de génération, mais effectivement, il y a une génération qui est, comme le soulignait Olivier Roy, nihiliste. Moi, je pense qu'il faut rajouter la dimension hédoniste.
c'est des jeunes qui veulent jouir de la réalité de la vie, notamment en vivant intensément, rapidement et en passant très rapidement de l'autre côté. Le rapport à la violence... L'essence du nihilisme, il était complètement athée, hein, le nihilisme. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Ici, sauf qu'on lui donne il y a une halalisation du concept, mais en même temps, la question de la jouissance, voilà, ce qu'on voit avec les prisonnières, ce qu'on voit le rapport aux armes, ce qu'on voit, évidemment, regarder les selfies, toutes les postures, je dirais, quasi rapologiques. Hein. On est dans une logique où on montre le crew, l'équipe qui a réussi, on est en bande. C'est une logique d'islam bling-bling, où on montre la réussite qu'on a, je dirais, opéré une conversion. Et là, c'est une conversion qui n'est pas sur le plan théologique. C'est ça qui est important. La question des départs, c'est une conversion géographique. C'est-à-dire qu'on est dans l'endroit qui va nous sauver pour l'éternité. The place to be. La logique califale avec le Dar el-Islam et un rejet de tout le reste, eh bien, c'est une simple transition, je dirais, géographique. Une fois qu'on est dans l'endroit, on est safe. C'est-à-dire qu'on est sauvé pour l'éternité, puis on peut faire un peu ce qu'on veut. C'est pour ça que sur le plan de la religiosité, il reste très pauvre. On n'a pas vu de dimension mystique, de prière collective, d'intensité, d'apprentissage du Coran, etc. Ça reste très puéril, très flottant. On est dans une logique de société dite islamique flottante et fluide. Et c'est à l'instar de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui en termes de société fluide, c'est-à-dire de l'excès et de l'abattement des frontières. On est complètement sorti de la logique géographique. Alors, je ne sais pas s'il faut ce que vous dites est entièrement vrai, mais sur un plan intellectuel élevé. Quand on prend ces jeunes et qu'on les entend parler, qu'on les entend s'exprimer, je doute qu'ils pensent à la félicité, ou là qu'ils pensent à une certaine logique eschatologique, l'au-delà, la vie, le paradis, la reconnaissance divine, enfin tout ce genre de notions. Je ne pense pas qu'ils sont là, ils sont tout simplement, là vous avez parlé tout à l'heure de repentance, mais il y a aussi la vengeance, il y a aussi passer d'un système où on est totalement bridé, on est totalement écrasé, à un système où on passe à l'autre extrême, à l'exact autre extrême, qui est celui d'exploser. On trouve des têtes coupées, on trouve des atrocités comme c'est pas. Donc on passe d'un extrême à l'autre. Et puis quand on entend, je me rappelle d'un enregistrement d'un des frères Kouachi, de Hamidi Koulibaly de l'Hyper, et quelque chose m'avait marqué. Il parlait du prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam. Voilà le type même de quelqu'un qui a rien compris. En arabe, on ne dit pas Mahomet, on dit le prophète Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont pris, c'est du bourrage de crâne pour partir de l'autre côté et faire ce qui est totalement interdit dans les sociétés d'accueil et même dans les sociétés d'origine. Donc je ne pense pas qu'il faille mettre à leur niveau, je ne pense pas qu'il y ait, enfin je ne pense pas que c'est ce que vous voulez dire, mais il n'y a pas toute cette réflexion. Il y a ce qu'on doit mettre sur le plan psychologique, sur le plan médical, sur le plan de pathologique, tout simplement. Ah, vous pensez, alors vous allez sur ce registre-là. Non, mais je comprends votre réaction par rapport à ça. C'est vrai que l'explication de Fallait assez. C'est peut-être un peu fort, mais bon. Non, mais je bon. peux l'expliquer. Non, pas du tout. Moi j'aurais une question. Vous y répondrez. Je vais vous poser une question. Vous y répondrez juste après la pause. Mais en gros, lorsqu'on dit ils sont dans une société où ils sont rejetés, où ils sont dans des situations précaires, on est quand même dans des pays où il y a une assistance sociale qui est forte, qui est même quand on est en bas de l'échelle sociale, on est quand même dans des situations qui sont beaucoup plus enviables que dans certains pays où, lorsqu'on est dans une situation précaire, on peut mourir de faim ou autre. Et est-ce que c'est vrai? Alors le registre, il est où? C'est-à-dire qu'en gros, quand est-ce qu'on bascule du discours où finalement on essaie de sortir les gens de la misère avec celui qui est voilà, toute cette dimension de réflexion théologique. Est-ce que ces gens-là sont armés pour bien la comprendre? On en parle juste après la pause. Si vous venez de nous rejoindre, deuxième partie de 60 minutes pour comprendre, on essaie de comprendre pourquoi la Belgique et Molenbeek seraient devenus, je dis bien seraient devenus, la plaque tournante du djihadisme en Europe. Hein, et pour sortir bien sûr des clichés. On est là pour essayer de comprendre et de passer derrière tout le traitement médiatique. On va y revenir encore une fois parce que c'est vraiment, et je vous comprends, puisque vous venez de Molenbeek, que ça peut être agaçant qu'on mette l'œil dessus de manière insistante sur le plan international. Je vous ai posé avant la pause et avant qu'on regarde un sujet de Alison Fernandez, je vous ai posé la question sur finalement il faut toute mesure garder quand on dit que le terreau du terrorisme, du djihadisme dans des pays comme la Belgique vient de situations précaires. Est-ce que c'est vraiment l'argument principal? Est-ce que dans des pays comme celui-là, où on a quand même des situations qui sont plus enviables que d'autres, même en bas de l'échelle sociale, est-ce que c'est vraiment
Et on voit bien le niveau. Il n'y a pas que des individus qui sont issus de milieux sociaux défavorisés. Il y a eu beaucoup de cas où on avait des gens issus de milieux un peu plus aisés. Oui, encore une fois, c'est des profils qui échappent à une approche relativement simpliste et unique. Il y a, comme je l'ai dit, une dimension qui peut être psychologique de la trajectoire d'un individu qui sent une frustration à un moment donné et qui vit une volonté de rupture avec la réalité sociale. Il peut y avoir effectivement la dimension exclusivement religieuse, il peut y avoir la dimension du socio-économique qui pèse et il peut y avoir les trois en même temps. Donc l'un peut justifier l'autre qui appuie le troisième et on voit donc ça échappe relativement, mais effectivement il faut aussi prendre au sérieux, je pense, la trajectoire d'un certain nombre. Ils ne partent pas parce qu'ils n'ont rien à manger. Ils ne partent pas parce que le frigo est vide. Beaucoup sont en famille, beaucoup vivent une réalité qui est problématique. Après, c'est la lecture. Oui, après, c'est la lecture qu'ils vont construire. Certains étaient aisés. On a vu des jeunes filles qui font des études supérieures, qui partent. Pourquoi ces jeunes filles partent? Elles n'ont pas de problème à la base, avec des parents qui sont des cadres sup, et donc qui n'ont aucun problème, au-delà même de la Belgique. Encore une fois, le problème, c'est de spécifier à la réalité, je dirais, nationale belge, comme s'il y avait une exclusivité belge. L'ensemble des trajectoires, lorsqu'on les confronte à ce qui se passe au Danemark, qui est aussi un pays qui produit énormément de départs, est-ce qu'on parle d'un cas danois spécifique et qui serait quelque part le terreau, la nouvelle capitale du djihadisme? On n'en parle pas. On peut faire du name dropping avec du Kelkal, du Nemours, du Koulibaly, du Kouachi, du Mera. C'est tout des Français, avec le nombre de départs français qui est impressionnant. C'est un des pays qui offre le plus de départs à l'échelle européenne. Donc, est-ce qu'on parle exclusivement d'un cas français? C'est pour ça que je dis que la problématique, elle est transversale, elle est un phénomène de société. C'est-à-dire qu'il y a eu d'autres conflits par le passé. On a eu quelques départs. Le cas de l'Afghanistan était emblématique en 79. Le cas des départs pour la Bosnie a été aussi caractéristique. Et on voit que les profils qui partaient à ce moment-là ne correspondent plus du tout aux profils qu'on est en train de voir émerger aujourd'hui. Déjà du fait que, comme je l'ai expliqué, on est sorti de la logique géographique. Les gens n'ont plus le frein que nous avons et que nous pensons. C'est-à-dire que nous plaquons sur la réalité en mouvement des lunettes issues de la modernité. Et on est dans un contexte aujourd'hui d'accélération des réalités sociales et deux éléments nous échappent, c'est l'espace et le temps. Et ces gens-là sont complètement dans une hyperconnexion dans l'ailleurs déjà et avec un ancrage multiple et les terreaux de la frustration sont multiples. Alors j'ai un tweet de Mohamed sur Twitter qui nous dit « Nous devons surtout nous demander s'il y aura d'autres Molenbeek dans d'autres villes en Belgique et en Europe ». On regarde un sujet de Aliciane Fernandez et on revient juste après. Molenbeek-Saint-Jean, une ville devenue symbole de la radicalisation en Belgique et dont le nom est connu dans le monde entier depuis les attentats de Paris le mois dernier. Cette commune de 96 000 habitants dans la région bruxelloise a en effet vu débarquer des journalistes par centaines. Son nom a été cité dès le lendemain de l'enquête. Et Molenbeek n'en est pas à sa première affaire liée au terrorisme. Avant cela, Mehdi Nemmouche, Hamedi Koulibaly et Ayoub El Razani, le tireur des armées du Thalys, seraient passés par Molenbeek, deuxième commune la plus pauvre de Belgique. Une ville qui compte un fort taux de chômage, 40% chez les jeunes, voire 50% dans certains quartiers, une forte immigration et très peu d'intégration. Les problèmes de délinquance et de trafic de drogue contribuent à la mauvaise réputation de la commune, ainsi que l'infiltration des réseaux djihadistes. Historiquement, c'est à Molenbeek que les filières françaises avaient leurs contacts, notamment les premiers djihadistes partis de France pour l'Irak au début des années 2010. La ville serait un point de départ et de ralliement des djihadistes. Sur les 494 djihadistes belges identifiés par la police, 130 sont de retour en Belgique et sur ces 130, 85 viennent de Molenbeek selon des chiffres datant du 1er janvier dernier. Si la France est le premier pourvoyeur en nombre de djihadistes en Europe, la Belgique est première en proportion. Ce petit pays de 11 millions d'habitants a été accusé après les attentats d'avoir péché par excès de communautarisme, d'avoir été trop tolérant par souci de ne pas troubler la paix civile et aussi de manquer de vigilance par rapport à l'influence du wahhabisme venu d'Arabie Saoudite dans le financement des mosquées. Après les attentats de Paris, plusieurs voix se sont élevées pour appeler la Belgique à s'attaquer aux sources socio-économiques de la radicalisation et à s'interroger sur l'échec du modèle d'intégration des populations musulmanes.
Voilà, retour bien sûr, sujet de Alison Fernandez sur cette commune de Molenbeek. Quand vous entendez tout ce qui a été dit ici, vous avez quelque chose à dire par rapport à ça? Ça nous permet de remettre en perspective, vous voyez de quelle manière Aziz Boussa. Je voudrais rapporter quelque chose que j'ai vu sur un site, je ne me rappelle plus. On est en train de créer un mouvement comment je dirais, un mouvement d'appartenance ou un mouvement de fierté terroriste. Il y a un gars qui a dit, on parle de Molenbeek. Vous allez voir ce qu'on va faire au 9-3. Donc, à force de parler de Molenbeek, à force de stigmatiser une commune parmi des centaines et des milliers d'autres en Europe, on est en train de se focaliser sur une et de créer des sentiments de jalousie, comme ce qui se passerait dans un match de foot. Et donc, finalement, il y a ce danger-là. Il y a finalement ce danger-là qui serait de créer des vocations qui n'étaient peut-être pas forcément, qui n'existaient peut-être pas forcément. Maintenant, je voudrais revenir sur les départs et la qualité, enfin les profils des gens qui partent. Tous les djihadistes actifs, c'est-à-dire qui partent et qui reviennent, ou les loups solitaires, sont des gens qu'on pourrait appeler précarisés sur le plan moral. C'est ce que je disais, je qualifiais tout à l'heure de pathologique. On part, la France a envoyé, il y a 1700 Français qui sont partis. Combien de Français? 5000 1700 à 1800 Français qui sont partis. Il y a 500 et quelques Belges qui sont partis. Mais combien sont revenus et combien ont perpétré leur acte terroriste et combien ont la vocation de le faire? Première chose. Je ne sais pas, honnêtement, que si je pense sous le contrôle de CSD, au niveau du profil intellectuel ou du niveau d'instruction de ces gens-là qui sont partis et ceux qui sont partis et qui sont revenus. Mais ce qu'on sait, c'est que les noms qu'on cite, les Nemouche, les Koulibaly, les Mera, sont de niveau intellectuel plutôt humble, plutôt modeste, contrairement peut-être à si on revient aux attentats du 11 septembre et aux pilotes qui, eux, étaient d'un niveau intellectuel supérieur. C'était des ingénieurs, c'était des gens qui ont eu la capacité de faire des écoles, des cours de pilotage, de piloter des avions. Et donc là, il y a un changement qualitatif qui est en train de se faire. On parle de djihadistes, on parle de terroristes, mais on ne parle pas aussi de la responsabilité, ça sera peut-être l'objet d'une autre question, de la responsabilité des sociétés et des gouvernements des pays d'accueil. Qu'est-ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils n'ont pas fait. Alors justement, ça nous fait parler de cette expansion, finalement, que ce soit en Belgique ou ailleurs, de ce terrorisme. Revenir à cette responsabilité, vous êtes d'accord avec ce qu'a dit Aziz Boussa? Oui, et d'autant plus que quand on avance le chiffre de 40% de jeunes au chômage, vous avez déjà un indicateur important, criant. Rajouter à ceci, évidemment, la problématique, comme il a été soulevé, de l'intégration. Je pense que c'est une problématique d'intégration de la part des entreprises, du monde de l'emploi, qui est difficile, effectivement, à intégrer un certain nombre de profils. Et c'est à eux à faire l'effort. Je pense que là, on a affaire à une deuxième, troisième, quatrième génération où le mot d'intégration est complètement caduc à utiliser ici. Il faut les intégrer aujourd'hui dans l'entreprise. Il faut les intégrer aujourd'hui dans l'accrochage scolaire. C'est ça aujourd'hui le vrai défi de la société. Je pense que c'est une bonne sonnette d'alarme, en tout cas pour nous montrer, pour nous renvoyer finalement un signal fort sur ce qui ne fonctionne pas de manière structurelle au sein de la société. Et je pense que ces éléments-là peuvent nous permettre finalement de répondre à une attente, d'être au-delà même d'un maillage associatif dense qui prend en charge, je dirais, les jeunes. Il ne s'agit pas d'avoir une jeune génération aujourd'hui dans le paysage qui est simplement prise en charge dans ses activités ludiques, sportives. Il faut aujourd'hui donner une vraie réponse, une réponse en termes d'emploi, une réponse en termes de projection sur un avenir, d'un enracinement qui permet en plus de soulever une autre problématique de fond en termes de responsabilité. C'est systématiquement, je dirais, le balancier d'un événement qui nous renvoie vers un autre mouvement qui est celui de l'explosion de l'islamophobie. Ça aussi, il faut le mettre en évidence aujourd'hui. Avant qu'on arrive à ça, ça pose la question aussi de la gestion de l'islam. On a beaucoup, après les attentats de Paris et avant les attentats de janvier, on a parlé de l'islam de France, mis le doigt sur la responsabilité en termes de formation des imams. Comment, au niveau de la Belgique, comment est-ce que c'est géré la question de l'islam, si on doit la comparer à la France? À mon humble avis, la Belgique a commis une erreur fondamentale. C'est qu'à l'issue du premier choc pétrolier, pour s'assurer une sécurité énergétique, elle a confié la gestion de la formation de ses imams à l'Arabie Saoudite.
L'Arabie Saoudite, on le sait, c'est quand même le wahhabisme qui est la version la plus aboutie du salafisme. Et ils enseignent donc une vision du monde qui est binaire, avec d'un côté, nous, les vrais musulmans, les justes, et de l'autre côté, les mécréants, qui incluent également des musulmans. Et donc, cette vision-là, c'est quand ils sont biberonnés à cette sauce-là, effectivement, qu'est-ce que vous voulez que ça donne, si ce n'est un repli identitaire sur soi? Et donc, notre gouvernement, maintenant, est en train de prendre les choses à bras le corps et de se dire, bon, c'est plus possible que ces mosquées ne fassent pas l'objet d'un contrôle, n'aient aucun compte à rendre, parce que c'est la réalité qu'on connaît. À Molenbeek, c'est la commune bruxelloise qui compte le plus de mosquées. On en a 24. Sur ces 24 mosquées, on en a 4 qui sont financées par notre gouvernement. On en a 16 qui font partie du conseil consultatif des musulmans, mais on n'a aucune autorité comme l'exécutif des musulmans qui est réellement reconnu par l'ensemble des musulmans de Belgique. Et donc, il y a une solution à trouver dans la gestion de ce culte pour enfin diffuser un islam qui soit compatible avec notre tradition de laïcité, notre tradition de la démocratie. Parce qu'ici, l'islam qui est diffusé, en tout cas, qui a été diffusé depuis les années 70, c'est pas un islam qui est compatible avec notre tradition de laïcité, c'est pas un islam qui est compatible avec notre tradition de démocratie. C'est un islam qui fait des démocrates des mécréants. Alors, j'aimerais revenir finalement aux grandes figures, et notamment qui sont passées par la Belgique, comme le cas Belharesh, qui était une figure de ce radicalisme. Il est parti pour Bruxelles à 14 ans, converti au chiisme en 79. Il était fiché par la sécurité belge comme extrémiste islamiste pro-iranien, opposant au roi. Mais alors, qu'est-ce qui a fait le lien finalement avec toute cette expansion? Est-ce que ça a changé entre Belharesh et tous ces terroristes finalement issus de Belgique? Alors, pour le cas de Belharesh, on ne peut pas vraiment dire, parce que on ne sait pas vraiment beaucoup de choses sur ce monsieur. Il a commencé par être accusé de 6 meurtres, je pense. Oui. Donc c'était c'était de la criminalité. Oui. Après, il a été accusé, on lui a imputé certainement une implication dans le trafic de stupéfiants. Et puis après, il est entré dans la nébuleuse islamiste en s'impliquant d'une manière directe ou indirecte dans des attentats qui aurait pu y avoir. Là, actuellement, le parquet, jusqu'à il y a peut-être une vingtaine de jours, le parquet général en Belgique demande un non-lieu. Les familles qui semblent être aussi les familles des 6 personnes, dont un médecin de l'ULB, un professeur à l'ULB, contestent cette décision du parquet général. Il est rentré au Maroc, il a été arrêté au Maroc et condamné à perpétuité au Maroc, mais les Belges, dans un raccourci facile, disent qu'on lui a extorqué des aveux parce qu'on l'a brusqué et violenté. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de ce personnage. Je crois qu'au-delà de tout ça, il montre quelque chose de particulièrement clair, qui devrait être encore plus clair, le raccourci ou les passerelles qui entre la criminalité et le terrorisme. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'a fait ce gars au juste? Encore une fois, la justice se prononce. La justice marocaine s'est prononcée, on l'a contesté. La justice belge est en train de patauger dans un problème belgo-belge. Et donc, pour ce cas-là, c'est très difficile de se prononcer. Est-ce qu'on fait le pont justement entre la criminalité classique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et justement les activités de terrorisme? Est-ce qu'on scrute aujourd'hui? Est-ce qu'on y fait attention? Parce qu'on sait très bien que toutes ces activités criminelles permettent d'alimenter en termes de financement le terrorisme. Est-ce qu'aujourd'hui on traite ça de manière séparée? Je parle par exemple du cas de la Belgique, ou il faut scruter ça de la même manière? Je pense que le financement de tout ce terrorisme doit être tout à fait. Enfin, il est scruté en Belgique. Il est scruté. On regarde évidemment comment est-ce que tous ces jeunes financent leurs attentats, mais c'est pas des flux financiers qui passent par des comptes, etc. C'est pas des flux financiers faciles à repérer. Et donc, est-ce qu'on a les moyens de suivre toute cette parce que c'est effectivement, est-ce qu'on a les moyens de suivre tous ces flux financiers? Je pense pas. Je pense pas que c'est possible. Alors, j'ai une réaction sur Facebook qui est intéressante. Je pense que vous allez pouvoir y répondre. Enfin, c'est une réaction qui nous dit: la radicalisation n'est pas un terme aujourd'hui. L'islam est une religion de tolérance et de paix. L'Europe sait que le terrorisme est un geste humain
et qui n'a pas de nationalité, ils voudraient juste accuser l'islam parce qu'ils ont peur d'islamisation de l'Europe. Vous êtes d'accord avec ça? Pour faire le pont, vous parlez d'islamophobie tout à l'heure et de montée de l'islamophobie. Est-ce qu'on est dans cette démarche-là d'essayer encore une fois, de stigmatiser, de se trouver une cible? On est de nouveau dans est-ce que c'est l'islamisation de la Oui, radicalité? ben voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc il y a effectivement dans le discours de certains un justificatif, je dirais, des actions, d'actions violentes, d'actions radicales, d'actions terroristes à partir d'un argumentaire religieux. Alors est-ce que maintenant c'est un vernis sur l'ongle et que ça voile toute une autre réalité? Toujours est-il qu'on prend acte qu'il existe effectivement une typologie dans la radicalité qui renvoie à un référentiel religieux. Et il y a dans l'histoire du radicalisme ou du terrorisme, évidemment, différentes motivations, différents courants. On prend acte, on constate ceci. Ça, c'est une chose. Mais si vous permettez, je voulais juste revenir sur la question de l'islam en Belgique, et puis peut-être de manière générale sur la question de l'islam en Europe. Mais pour le cas de l'islam en Belgique, on est passé par différentes phases, si vous voulez. La première phase, c'est qu'on avait effectivement une présence d'une population qui était préparée à un retour immédiat qui n'a jamais été défini. D'ailleurs, ils sont toujours là. Donc ces travailleurs étrangers qui sont arrivés dans une trajectoire, qui vivaient, je dirais, un islam relativement paisible, etc., et invisible et pas nécessairement reconnu. Ensuite, on passe à une phase très importante dans le contexte belge, c'est 74, c'est la reconnaissance officielle de l'islam en Belgique. Mais c'est une date symbolique qui coïncide également avec la fermeture unilatérale, je dirais, de l'acheminement de migrants issus des pays comme le Maroc. Donc là, la Belgique prend une position, reconnaît la religion officielle, reconnaît l'islam comme religion officielle, et on passe à une réalité, je dirais, d'une immigration qui a une reconnaissance dans le paysage institutionnel, mais on a presque 30 ans de retard sur la mise sur pied d'institutions officielles de l'islam. Donc il y a un laisser-faire drastique qui explique évidemment une logique d'un islam à la débrouille. Donc les gens ont bricolé, ont construit des mosquées, se sont cotisés entre eux, ont tenté de développer une voie d'islam, mais une voie d'islam sans nécessairement une formation de fond. Et donc la problématique, c'est qu'on passe à une réalité sociologique de l'islam avec aujourd'hui un focus sur la réalité théologique. Qu'est-ce qui se dit? Qu'est-ce que disent les imams? Je pense qu'évidemment aujourd'hui le dossier de la formation est important, mais il n'est pas exclusif, et en même temps la question de la formation des imams est importante, mais ce n'est pas la seule réalité. Je pense qu'il faut prendre en compte l'ensemble d'acteurs musulmans qui aujourd'hui sont amenés à réfléchir, à penser leur réalité de l'islam à partir je dirais d'un terroir relativement crédible tant sur le plan académique que sur le plan théologique. Et ça nous amène à un débat de fond qui est celui de réfléchir l'islam belge évidemment pour les musulmans, mais avec les musulmans. Et souvent, sur ce type de débat, ils sont les grands absents. Et je pense qu'il faut les inclure pour qu'ils puissent se réapproprier la voie en jeu, en tant que citoyens d'abord, et évidemment aussi en tant que musulmans, pour pouvoir donner l'orientation de leur propre, je dirais, expérience religieuse en mouvement, tant sur le plan institutionnel que sur le plan théologique, de la formation et tout ce que ça sous-entend. Mais alors, est-ce qu'on a parlé de Belhaloj, mais il y a aussi des anciennes figures du terrorisme. De quelle manière ils étaient formés finalement? On peut se poser la question. Est-ce que ces générations de terroristes aujourd'hui, on est 10 ans, 15 ans après, est-ce qu'ils sont formés de la même manière? C'est ce que je disais tout à l'heure. Ils sont apparemment pas formés de la même manière, et ils sont formés où? Je ne pense pas que la formation soit dispensée dans les pays d'Europe. Et depuis 15 ans, je reviens sur le net, je reviens sur le télésatellitaire, il y a des formations qui se font d'une manière numérique, et donc on n'a pas besoin, on ne se radicalise plus forcément dans une mosquée ou dans n'importe quel espace religieux, officiel ou pas officiel, mais sur le net. Et c'est ce qui donne, par exemple, les loups solitaires. Mais cette question de l'islam, pour revenir à ce que disait Lassali, c'est que à partir du moment où en 74 on a reconnu l'islam comme religion en Belgique, en reconnaissance officielle, qu'est-ce qui a été fait après? Si on prend l'histoire du christianisme, il y a eu une histoire sur 2000 ans qu'on connaît tous, et puis qui a abouti à la séparation de l'Église et de l'État, qui a abouti à la laïcité. Mais quand l'islam est arrivé en Belgique ou d'une manière générale en Europe, il est arrivé d'une manière cellulaire, familiale. Et donc on a laissé les parents faire l'éducation religieuse, on a laissé les jeunes apprendre leur éducation religieuse auprès des parents, pas forcément dans les écoles, pas forcément dans les espaces publics des pays d'accueil, et ce qui a donné qu'au bout de la deuxième, troisième génération, les États et les sociétés d'accueil n'ayant rien fait, ça a donné lieu à tous les dérapages.
possible et imaginable. Et je reviens forcément, encore une fois, à cette histoire de délinquance, de criminalité. Parce que finalement, l'islam n'est devenu qu'un faire-part, ou un faire-valoir plutôt d'une forme de criminalité. Un chiffre. On dit, mais bon, c'est encore une fois toujours très sujet à discussion, que 20-25% des Français qui vont à l'État islamique sont des convertis. Sont des convertis. Et donc ce sont des gens qui se sont convertis, pas forcément parce que l'islam les intéressait, mais parce qu'il leur développait un discours qui leur permettait d'assouvir leurs besoins de vengeance. Dernière chose très importante, c'est les éléments de langage. Les médias ont une responsabilité terrible. Quand on parle de l'islam d'une manière générale, de la grande famille terminologique de l'islam, c'est toujours dans des termes qui sont à connotation négative. Donc c'est le terrorisme islamique, c'est l'islam, c'est l'immigration maghrébine, c'est l'intolérance islamique, et donc ça développe. Je résume. En parallèle, il n'y a rien qui est fait d'une manière concertée, d'une manière pensée et réfléchie de la part des États et des sociétés, et de l'autre part, on favorise une islamophobie. Et donc, forcément, ça donne... Est-ce que ça va, aujourd'hui, on a passé le Rubicon, c'est-à-dire qu'en gros, il va y avoir au niveau de la Belgique, on sort d'une espèce d'illusion et de prise de conscience de tout ce que vous venez de dire. Je comprends le cas de la Belgique, puisque c'est de ça dont on parle aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'impression, justement, par rapport aux médias, au traitement médiatique, est-ce que vous sentez, finalement, qu'il peut y avoir un vrai revirement, une vraie remise en question? C'est une question. C'est possible. Il faut. Pardon. Non, je dis, c'est possible. Il faut juste pas se tromper de temporalité. Je pense que la construction d'un islam ancré dans le paysage belge, sur le plan institutionnel, sur le plan des formations, nécessite du temps long. La problématique que nous avons, c'est que nous sommes dans une logique de gestion urgente, et notamment le politique est paramétré par, évidemment, la durée des mandats, la question de l'urgence, mais en même temps la question du sécuritaire. Et on ne construit pas, je pense, une religiosité qui s'ancre naturellement dans un paysage assumé par ces acteurs, portés par les musulmans, si on est parasité par cette logique du sécuritaire. Autrement dit, on ne forme pas des imams pour déminer les risques de la radicalisation, on forme des imams parce qu'on a besoin de personnalités construites sur le plan théologique qui peuvent accompagner sereinement avec du fond. C'est ça, et ça demande évidemment un autre rapport à la temporalité, et puis surtout une relation de fond aujourd'hui, encore une fois, dans l'implication des musulmans sur l'ensemble des dossiers qui touchent à la réalité de l'islam, et non pas dans une logique de top-down. C'est-à-dire être inclusif et pas simplement dans, je dirais, les orientations et dans les programmes, espérer que la deuxième, troisième génération s'implique davantage. Mais non, il faut vraiment le faire. C'est-à-dire composer avec eux en tant qu'acteurs. Et la logique a créé évidemment une méfiance qui fait qu'on ne compose exclusivement qu'avec, je dirais, des acteurs plutôt safe, qui rassurent, plutôt que les acteurs qui font la réalité de l'islam sur le terrain et sur le quotidien. Et donc ça me semble être le défi d'avenir, que ce soit pour le cas de la Belgique, comme pour le cas de la France. On ne peut pas faire au lendemain d'attaque un discours sur la question de l'impératif de la formation des imams. Vous avez la réponse. Le problème vient des imams. Et donc il faut les former. Et là, me semble-t-il, on passe à côté de ce qu'il faut véritablement développer. Mais ça fait 20 ans, plus de 20 ans qu'on le dit sur le terrain. On voit un certain nombre de déformations, de malformations se construire dans le paysage par le laisser-aller, par la méfiance. Et systématiquement, on est à la recherche d'acteurs qui sont audibles parce qu'ils parlent soit comme nous, mais en même temps qui sont complètement déconnectés de la réalité du terrain. Il faut aujourd'hui assumer le travail avec des acteurs qui sont les mains dans le cambouis sur la réalité, je dirais, de l'islam européen en mouvement, et en même temps des acteurs qui sont crédibles en tant qu'interlocuteurs, valables, et il y en a. Il y a une génération d'intellectuels, il y a une génération de leaders croyants avec lesquels aujourd'hui on peut composer. Et je pense que c'est le drame un petit peu de la situation, c'est qu'on dit où sont les musulmans systématiquement. Les musulmans disent on est là, ouais. Voyez-nous, et personne ne les entend. On dit on préfère avoir contact avec des personnes qui sont, même si elles sont édulcorées, au moins n'éclaboussent pas médiatiquement, politiquement, si on s'est compris.
Alors, je voudrais rebondir là-dessus. Pour reprendre un terme que vous avez cité, qui est celui du laisser-faire, il y a aussi la négligence, il y a aussi l'indifférence, jusqu'au moment où ça explose, dans tous les sens du terme. Et si on prend, c'est pas uniquement au niveau européen qu'il faut prendre vraiment au sérieux les questions d'islam, parce que encore une fois, c'est mon obsession, faut faire attention au réseau, faut faire attention à Internet, faut faire attention à l'instruction transversale, à l'instruction directe qui passe pas par les canaux officiels. Ici au Maroc, depuis 2 ans, depuis 3 ans, quand Daesh a commencé à faire, on a commencé à prendre les choses très au sérieux. Et là, il y a eu une série de décisions qui ont été prises au plus haut niveau de l'État, comme par exemple la fondation Mohamed VI pour les oulémas africains, la fameuse fondation qui a été créée en juillet. Il y a l'école de formation des imams. Il y a l'envoi pendant le mois de Ramadan de 500 imams marocains qui sont partis essaimer un peu partout dans le monde entier pour apporter une parole d'un islam de tolérance, d'un islam. Et donc on revient à ce que vous disiez, c'est la formation des imams, les encadrants dans la religion chrétienne. Il y a un pasteur, il y a un curé, qui apporte la bonne parole. Ici au Maroc, les gens ne prêchent pas comme ils veulent, ils disent pas ce qu'ils veulent dans les mosquées. Il y a un discours qui est unifié, il y a un discours qui doit passer un message particulier. Donc on ne laisse pas une population agir spontanément, agir comme elle veut, parce qu'on sait même pas où ça commence et on sait encore moins où ça finit. Donc il faut prendre les choses à bras-le-corps, à partir des premiers niveaux de l'enseignement, au niveau de l'éducation islamique, à instaurer l'éducation religieuse, à instaurer peut-être, malgré la laïcité qui existe en Europe, et ça c'est peut-être gros ce que je veux dire, mais instaurer une éducation religieuse de manière à ce que les générations à venir commencent à comprendre dans le cadre de la laïcité qu'il y a des gens qui sont des religieux, qui n'aiment pas qu'on touche à leur religion. Et chez nous c'est aussi pareil. Agir, canaliser, encadrer, former. Le plus sévèrement, le plus étroitement possible. Didier, on vous a pas entendu depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'on parle finalement au niveau de la Belgique. C'est vrai que la Belgique a fait appel au Maroc, que ça soit pour la formation des imams. C'est important aujourd'hui en Belgique qu'on fasse appel à ça. C'est-à-dire qu'il y a quand même une prise de conscience. On s'en rend compte aujourd'hui et qu'on a besoin d'encadrer de manière claire, même si encore une fois les mosquées ne sont pas les seuls vecteurs. Vous en avez parlé. Il y a les réseaux sociaux, il y a Internet, etc. Mais ça en fait partie. Maintenant qu'on est touché nous-mêmes par le terrorisme, qui jusqu'à présent ne nous avait pas touchés comme ça, effectivement il y a une prise de conscience énorme. On se dit qu'on a un problème avec les jeunes de la seconde génération qui sont nés chez nous, que ces jeunes-là ne sont pas porteurs de cet islam culturel de leur pays et qu'au final ça devient des recrues facilement manipulables, parce que faut bien regarder les profils. Quand on regarde ces jeunes de deuxième génération, on dit oui, les profils sont variés, etc. Mais ceux qui sont revenus, donc qui sont partis en Syrie, sont revenus passer à l'action violente ici en Europe, il faut montrer lequel avait une réelle situation qui lui convenait dans sa vie. Je ne pense pas qu'il y en avait un. Et on a donc des gens qui rejettent ce que leurs parents représentent. Ils sont en totale opposition, et ça c'est le point commun entre tous ces jeunes terroristes, totale opposition à ce que leurs parents de la première génération représentent, et qui ont la mentalité suivante. Je vous rejoins sur le fait qu'ils ont une mentalité hédoniste. Là, ce qu'on entend souvent comme dialogue, c'est quoi? C'est je vais pas me casser le dos pendant 40 ans comme toi, papa, pour ramasser des miettes. Moi, c'est maintenant que je veux réussir, c'est maintenant que je veux construire ma vie. Et donc, il y a une révolte, et donc n'importe quelle cause. Aujourd'hui, c'est Daesh. Hier, c'était Al-Qaïda. Demain, je ne sais pas ce que ça sera. C'est un ralliement opportuniste, mais il faut agir sur les causes de cette radicalisation, parce que la déradicalisation, c'est un concept qu'on essaye de nous vendre, mais je ne pense pas que ça fonctionne, la déradicalisation. Il faut vraiment agir à la base pour empêcher que ces jeunes sombrent dans une radicalité qui après va permettre soit d'être accolé à une radicalité islamiste. Enfin, il y a plusieurs causes à laquelle ils auraient pu se rallier. Le fait est qu'ils sont majoritaires, enfin ils sont quasi tous, hormis les convertis d'origine marocaine, même s'ils sont nés en Belgique ou en France, ils ont grandi en Occident, ils ont été biberonnés à la sauce occidentale, et pourtant on se retrouve avec des jeunes qui ont une haine totale de l'Occident.
Sinon, c'est pas possible de passer comme ça de l'autre côté de la barre et de se prendre pour un soldat de Dieu en tuant des innocents, parmi lesquels des propres musulmans. Des co-religionnaires. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir dans 60 minutes pour comprendre. Excellente soirée sur Média TV. La rediffusion à 22h40 comme d'habitude si vous nous avez pris en route. À demain.